Bonsoir à tous, il est 22 h. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition au sommaire de l'actualité de ce soir. Diwana Zakat parrainage des orphelins pour la session 2015. Également, l'Indonésie rattrapée par le djihadisme. La police indonésienne a arrêté 3 suspects après l'attaque terroriste menée hier dans le centre de Jakarta. C'est dans les titres. Merci d'être avec nous. Le lancement du programme d'exploitation des ressources énergétiques de Djibouti pour cette année 2016 a débuté hier par le coup d'envoi du président de la République Ismaïl Omar Guelleh de la première centrale solaire à Doudou Balala au Grand Bara. Comme vous avez pu le suivre, une importante cérémonie augurait le lancement de ce programme. Un coup d'œil sur cette cérémonie qui a regroupé, outre le président, le couple présidentiel, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ainsi que les différents corps constitués donc les religieux, civils et militaires. Un retour donc sur cette journée mémorable. La plaine du Grand Bara, une région aride et vaste, va subir une grande transformation avec le lancement des travaux de construction d'une centrale solaire d'une capacité de 300 MW. La centrale sera construite en 6 phases. La réalisation de la première phase d'une capacité de 50 MW sera finalisée avant la fin de l'année selon les prévisions. Avec cette centrale solaire, la transition totale vers l'énergie propre sera atteinte avant l'échéance de 2021, comme a annoncé le chef de l'État. La centrale solaire du Grand Bara sera réalisée sur un périmètre de 600 méga-hectares, donc sur le lieu dit Doudou Balala dans la région d'Ali Sabié. Eh bien, la société allemande Green Enisis va investir près de 360 millions d'euros dans cette infrastructure moderne. La réalisation de cette centrale dans le désert de Grand Bara, un endroit ensoleillé avec des possibilités de projets d'énergie éolienne, aura un impact positif sur le paysage. Le chantier va générer 150 à 200 emplois directs et indirects lors des travaux. Et après la construction, 60 emplois à plein temps seront disponibles. La construction de la centrale solaire du Grand Bara va renforcer la transition totale de Djibouti vers l'énergie propre avant l'horizon 2021. L'Éthiopie, avec cette centrale solaire, la République de Djibouti sera l'un des premiers pays africains à passer à l'énergie propre. Dans son allocution, le chef de l'État a annoncé hier, donc en substance, que c'est dans l'esprit de notre politique économique d'accueillir à bras ouverts tous les investisseurs, quelle que soit sa forme. C'est une politique d'ouverture qui permettra de créer des emplois et ainsi réguler le chômage
Et nous avons bien mentionné dans des documents appropriés les garanties et les droits dus aux investisseurs de tous bords. Eh bien, cette cérémonie était surtout l'occasion de l'annonce du lancement d'un vaste programme d'exploitation des potentialités des énergies renouvelables pour l'année 2016. Énergie renouvelable, oui, mais dans quel domaine? Quelles sont les dates retenues pour son exécution? Et qu'est-ce qui a exécuté donc jusqu'à ce jour? Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction. Cet espace désert connaîtra une intense activité et pour cause, c'est le site de la seconde grande centrale solaire après Adailou et Ali Adé dont le président de la République a donné le coup d'envoi des travaux. Une centrale solaire de 300 MW en plusieurs phases sera édifiée à Doudou Balala. Mais plus qu'une centrale, ce chantier revêt toute une symbolique parce qu'il constitue également le point de départ de la politique du président de la République en matière de production d'énergie propre. C'est en effet le lancement d'une politique longtemps étudiée par des bureaux d'études de renommée internationale adaptés à nos conditions climatiques et approuvée par les bailleurs de fonds. Cette politique s'articule sur 3 axes majeurs qui seront lancés cette année en parallèle comme l'a évoqué le président de la République hier dans son allocution lors du lancement du chantier du Grand Bara. Le monde dans lequel nous vivons, dans son ensemble, s'achemine vers l'utilisation à long terme des énergies naturelles et renouvelables. Vous savez toutes les difficultés que nous a engendrées l'énergie pétrolière, qui nous venait de loin et économiquement contraignante, même si le pétrole est moins cher aujourd'hui. C'est dans l'esprit de notre politique économique d'accueillir à bras ouverts tout investisseur, quel qu'il soit. C'est une politique d'ouverture qui permettra de créer des emplois et ainsi réguler le chômage. Et nous avons bien mentionné dans des documents appropriés les garanties et les droits dus aux investisseurs de tous bords. Nous demandons donc aux propriétaires et aux ministères concernés de former les jeunes en vue qu'ils soient performants dans le domaine des énergies renouvelables et qu'ensuite ils les recrutent. Quant aux jeunes et futurs employés de cette centrale, nous les exhortons à faire des efforts et à travailler pour leur patrie et le bien-être de leurs proches. Tous ici, à travers des chants et des poèmes, ont évoqué les mêmes valeurs, la paix, l'unité et la solidarité entre nous. Toutes ces valeurs sont des besoins vitaux pour notre pays. Les centrales solaires au nombre de 3, dont une est déjà achevée à Adailou et qui sera inaugurée le 25 janvier, celle du Grand Bara dont le coup d'envoi a été donné hier et celle de Goubet en énergie éolienne dont les travaux vont démarrer en février. Sur le plan de la géothermie, Djibouti va acquérir la foreuse géante et le premier coup de pioche est programmé pour début mars. De ce fait,
La pose de la première pierre de cette nouvelle centrale solaire, hier, au-delà de cette centrale, symbolise le lancement de ce vaste programme d'exploitation des énergies renouvelables qui augure une nouvelle ère pour Djibouti. C'est celle du 100% énergie propre. Après la réalisation de l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie, voici le temps venu de l'exploitation des potentialités énergétiques du pays, une politique qui fera de Djibouti le premier pays africain à utiliser de l'énergie propre. Mais au-delà de cette position avant-gardiste dans les énergies propres, il s'agit avant tout de milliers d'emplois pour notre jeunesse. À elle seule, la construction de la centrale solaire du Grand Bara va générer en effet 150 à 200 emplois directs et indirects dans sa phase de construction et une fois achevé, 60 emplois à plein temps. Mieux, le lancement de ce vaste programme d'exploitation énergétique répond au souci du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de rendre disponible une énergie à bas coût afin de booster encore davantage l'investissement, mais aussi afin de diminuer le coût de l'énergie pour les Djiboutiens, notamment les ménages à faible revenu. C'est le cas des habitants de Ali Adé, dont les bénéficiaires sont venus témoigner à la tribune du lancement de la cérémonie de la première pierre de la centrale du Grand Bara. saliga nabi muhammad iyo suuradaha quraan sareeya madaxweynaha kugu salaamaya ismaaciil qalbi diiriyow samana daajiyow dalka ku baahan dadku way ku doonayaan annaga ku dibad baxno waa laga dalbaday waxaa dal hogaamin kara kii dadka u damqada sidaada dalaalimeeyow dadaalaye abbadeeqsidow cid kale kuguma doorsane ducana waan kugu daraye aduna daadehe wakaa dagalkii jabuutay nimcaad u daftay wakaa dunidoo dhan dawgeenna soo maraan degmadan caska horayba dayaxaad u marisayo dulmiga diidow sinaantana darka u xidhow diiwaankana buugga daabkaad ku daabacnayd oo abbadeeqsidow cid kale kuguma doorsane ducana waan kugu daraye aduna daadehe. Ce sont là les objectifs visés dans le lancement durant cette année 2016 du programme d'exploitation énergétique dont le lancement était symbolisé par la pose hier de la première pierre de la future centrale du Grand Bara. Et cette image donc de l'ambassadeur de la République de Djibouti en France, monsieur Ayed Moussaid Yahya, qui a présenté aujourd'hui au président de la République portugaise, Aníbal Cavaco Silva, au palais de Belém à Lisbonne, les lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti au Portugal avec résidence en France. Après les salutations d'usage, le président a eu avec l'ambassadeur Yahya un entretien privé qui s'est déroulé dans un climat chaleureux où il a notamment été question des relations politiques et de coopération et d'amitié entre les deux pays. Un tour d'horizon de l'actualité dans la Corne de l'Afrique a notamment été à l'ordre du jour. Le conflit au Yémen, la Somalie, le terrorisme, sans oublier la lutte contre la piraterie maritime. Durant cette audience solennelle, l'ambassadeur a transmis au président Cavaco Silva les salutations et vœux pour le nouvel an du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Le président portugais a à son tour transmis ses meilleurs vœux au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh tout en saluant le rôle joué par son homologue en faveur de la paix dans la Corne de l'Afrique. Enfin, l'ambassadeur a assuré le président Cavaco Silva sa détermination à œuvrer donc pendant toute la durée de sa mission pour la consolidation et le développement des relations privilégiées entre les deux pays. Fin de citation. Actualité à Djibouti, maintenant, la fondation de Diwan al-Zakat a procédé donc ce matin à la distribution des cotisations de la tranche de parrainage de l'année 2015 aux orphelins de la ville de Djibouti. Et bien justement, cette distribution d'une somme d'argent de 15 000 francs a été octroyée à 1080 orphelins à l'école de sagesse. Rappelons que ce parrainage s'effectue tous les 3 mois. Le rôle de cette association est de donner d'argent offert par les bienfaiteurs aux orphelins djiboutiens. Cette même distribution a été déjà
déjà effectuées aux orphelins des régions de l'intérieur. Le président du conseil d'administration a rappelé que cette distribution est destinée aux orphelins de Djibouti-Ville. Il a souligné ainsi que cette aide s'inscrit dans le cadre de la solidarité et d'appui aux orphelins. Éducation, cette fois, où les missions de supervision de contrôle du MENFOP dans l'ensemble des établissements scolaires du pays se poursuivent dans les régions du pays. Une délégation de hauts cadres et des responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se rendus hier dans la région d'Arta. Et au programme de cette visite qui s'inscrit dans le travail de suivi et d'inspection ordinaire, une série d'évaluations pédagogiques et administratives destinées à connaître le rendement réel des enseignants et des personnels administratifs des établissements scolaires de la région d'Arta. Autant dire que la délégation a eu un agenda assez chargé avec les visites successives dans les établissements scolaires des différents niveaux et domaines d'enseignement de la région. Au cours de ce périple, la délégation a eu des entretiens avec les responsables des établissements scolaires avant d'effectuer les visites des classes de rigueur. Les évaluations effectuées par les responsables éducatifs étaient basées sur des critères et des paramètres visant à déterminer le niveau de cohésion entre les enseignants et le corps administratif, mais aussi la rigueur professionnelle et le rendement effectif dans leurs tâches au quotidien. Et par ailleurs, les cadres pédagogiques ont permis de mesurer la qualité des apprentissages dispensés aux enfants, ainsi que la motivation des enseignants. Les cantines ainsi que la bonne tenue de l'hygiène et de l'environnement scolaire ont également fait l'objet d'un contrôle et d'une évaluation poussée. Les responsables du ministère ont rencontré au déjeuner le préfet de la région d'Arta pour un premier bilan de leur visite dans les écoles et se sont dit satisfaits de leur constat quant à la rigueur professionnelle et le respect des tâches quotidiennes, autant chez les enseignants que parmi les personnels administratifs des établissements scolaires de la région à Sadjoug. Et on prend la direction maintenant de Tadjoura, où un projet d'implantation de bureaux d'emploi de proximité dans les régions de l'intérieur. Ce projet vise l'implantation des antennes des bureaux d'emploi de proximité. La délégation du ministère de l'Emploi, conduite par le directeur général Hussein Ismail, s'est entretenue avec le préfet de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Benouita. Effectivement, ce faisant projet vise à rapprocher des citoyens, notamment les jeunes, les services publics et de l'emploi par la mise en place d'une structure opérationnelle, réseau de bureaux publics, emploi ainsi capable de développer et de fournir des prestations de qualité, en particulier chez les jeunes demandeurs d'emploi, et ce dans le cadre d'un traitement actif et spécifique sur le marché de l'emploi. Ces bureaux d'emploi de proximité seront créés pour couvrir les 5 régions de l'intérieur dans les conseils régionaux. Les bureaux d'emploi de proximité dans les régions fonctionneront en réseau à l'intérieur d'un système d'information opérationnel permettant d'améliorer ainsi les prestations rendues aux différents usagers, de disposer d'informations fiables sur l'évolution de la situation du marché de l'emploi et de garantir la transparence des services offerts. Par ailleurs, l'implantation de ce bureau de proximité dans le cadre des régions de l'intérieur permettra à l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle, la NEFIP, de mieux déterminer le nombre de chômeurs. Les conseils régionaux, d'une manière générale, la société civile. L'implantation des bureaux d'emploi des proximités va également permettre à la NEFIP d'élargir la couverture du marché de l'emploi, de disposer également des données fiables sur le chômage, notamment sur la jeunesse. Donc, les bureaux d'emploi vont jouer un rôle important dans les régions de l'intérieur. La politique du gouvernement veut qu'aujourd'hui, la population soit prise en charge dans leur propre région, surtout les jeunes. Donc, nous allons faire en sorte que les jeunes soient formés, soient accompagnés ici même, sans qu'ils aient besoin de venir dans la capitale. Donc, c'est la mission de la NEFIP qui consiste bien entendu de l'intermédiation entre l'employeur et le demandeur d'emploi. C'est dans cette optique que nous venons de procéder à l'ouverture des bureaux d'emploi de proximité aujourd'hui. Et toujours à la Ville-Blanche, où un atelier de 2 jours sur le renforcement des capacités des associations locales regroupant les handicapés de la région de Tadjoura sur la base des droits de personnes en situation d'handicap. Et ce, avec la présence des députés de cette région, en l'occurrence Youssouf Ambassa et le représentant du conseil régional. Eh bien, cet atelier a été organisé par l'ONG Action Handicap. De nombreuses associations locales, donc partenaires, ont participé activement, à l'instar
de l'association Ganiptou, association des handicapés de Dora, celle de Kalaf, Sagalou et de Adaïlouf. Le président de l'association de Ganiptou, Loubak Othman Loubak, a vivement remercié les organisateurs de cet atelier et surtout le préfet de Tadjoura pour les avoir donc honorés de leur présence et montrer son soutien indéfectible à l'égard des plus vulnérables. Le président de l'association a expliqué que les droits des handicapés ici à Djibouti est sur la bonne voie grâce à la politique éclairée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Pour sa part, le préfet de la région a encouragé l'association dans leur activité de défense des handicapés. Il a exhorté de continuer donc dans cette voie. On reste toujours donc à Tadjoura. Le président du conseil régional, Hassan Hussein, a tenu ce week-end une réunion de concertation et de dialogue avec la société civile de la Ville Blanche en présence du coordinateur de la région, Hamad Malo, le représentant de la préfecture, Ali Mohamed Ali, le médiateur de la République, Ali Mohamed Dini, le président de l'annexe du RPP, Ali Mohamed Gadile, ainsi que la secrétaire générale de l'UNFD de la branche de Tadjoura, Amina Halatou. Et ces 2 semaines après la signature de cette convention, cette première action montre une collaboration étroite entre le CRT et la société civile de Tadjoura pour œuvrer ensemble à la mise en place d'une société civile engagée, citoyenne et responsable. Par le biais de cette société civile de Tadjourienne, cette salle multimédia accueillera les élèves des terminales et des premières du lycée et du LIC pour leurs travaux de recherche sur Internet. Les coordinateurs de la société civile a remercié le président du conseil régional pour son soutien indéfectible et les a exhorté la jeunesse de Tadjoura et surtout les élèves du lycée de profiter pleinement de cette opportunité qui s'offre en leur faveur. Leur projet de recherche, ils partaient à Djibouti pour faire la recherche sur Internet. Avec le conseil régional, nous nous sommes mis d'accord pour mettre à leur disposition cette salle. Cette action s'inscrit dans l'émergence d'une société civile organisée, engagée et citoyenne. Donc, nous remercions le président du conseil régional, M. Hassan Hussein, pour avoir mis à notre disposition cette salle. Nous remercions aussi le préfet de la Ville Blanche pour nous avoir soutenus dans toutes nos actions. Ça, c'est notre première action. J'exhorte les élèves de terminale et de première à profiter de cette opportunité qui s'offre à eux. Je remercie aussi les élèves et les participants pour avoir épaulé et œuvrer à l'émergence d'une société civile engagée et citoyenne. Et en nouvelle du monde, l'Indonésie rattrapée par le djihadisme, la police indonésienne a arrêté 3 suspects après l'attaque terroriste menée hier dans le centre de Jakarta par un commando de 5 hommes munis d'un ceinture explosif et des pistolets. 3 d'entre eux se sont fait exploser, les autres ont été neutralisés, les assaillants ont abattu un Canadien qui avait pris en otage ainsi qu'un Indonésien. Une vingtaine de personnes, dont plusieurs occidentaux, ont également été blessées. Selon les autorités, cette attaque pourrait avoir été commanditée par un Indonésien, membre du groupe État islamique, qui a revendiqué l'attentat. Il s'appelle Baroun Naïm et vivrait aujourd'hui à Raqqa, en Syrie. Le groupe djihadiste compte plusieurs cellules en Asie du Sud-Est et qui se font concurrence, c'est ce qu'a indiqué le chef de la police. Le mode opératoire des assaillants rappelle celui utilisé par les terroristes à Paris. L'attaque qui a visé notamment un café Starbucks a eu lieu dans un quartier très fréquenté qui abrite des centres commerciaux, les bureaux de plusieurs agences de l'ONU et des ambassades. Les terroristes ont tiré sur la foule. Il a fallu 3 heures aux forces de sécurité pour neutraliser le commando. Dans le reste de l'actualité internationale, introduire le judo au cœur des camps de réfugiés. C'est cette idée de la Fédération internationale de judo et site original qu'elle a récemment donc gagné le prix Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum de la créativité sportive. C'est dans le camp turc de Kilis, tout près de la frontière syrienne où vivent 17 000 personnes, que le projet a été lancé l'an dernier. Depuis 300 enfants se retrouvent chaque semaine sur des tatamis improvisés dans des préfabriqués. Objectif, revenir à l'essence du judo, inventé donc il y a en 1980 au Japon pour éduquer physiquement et spirituellement les jeunes générations. Grâce à l'argent du prix, la fédération prévoit d'installer ces conteneurs dans d'autres camps en espérant faire venir un maximum de jeunes filles. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention.